l'une des premières questions qui se pose, donc la question c'est qu'est-ce que je fais ici, mais comme ça se passe à 30 000 pieds d'altitude, et il est dans un Boeing, en fait, dans un avion, il revient d'Asie, et la première sous-question, c'est la suivante, il se demande, mais enfin c'est incroyable, je suis en train d'aller à 900 km à l'heure, je suis un corps humain dans un avion, et il se dit, c'est quand même assez inouï, on est là, on trouve ça normal, c'est pas normal qu'un corps humain se déplace à 900 km. Donc il part sur une réflexion sur la vitesse, et puis il se met à penser à son grand-père, qui était quelqu'un de vénérable, qui habitait dans un riad, et qui s'est jamais déplacé plus vite que le galop d'un cheval, puisque c'était la vitesse maximale il y a une cinquantaine d'années au Maroc, c'était le galop du cheval, il n'y avait pas plus que ça. Et toutes ces réflexions sur la vitesse, quand il arrive à l'aéroport de Casablanca, il décide de marcher. Donc il prend sa petite valise, il essaye de marcher entre l'aéroport et Casablanca. Ça fait quand même, je sais pas, 10-15 km. Et effectivement, personne ne comprend. C'est-à-dire toutes les voitures s'arrêtent, les taxis s'arrêtent. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en panne, on vous emmène. Il n'arrête pas de résister en disant non, je veux marcher. Et du coup, il passe pour le fou. Alors qu'en fait, l'humanité, depuis 3, 4, 5 millions d'années, on n'a fait que marcher. Ce n'est que très récemment qu'on va aussi vite. Mais du coup, c'est lui qui passe pour le fou, à tel point qu'effectivement, même la gendarmerie ne le laisse pas marcher et le ramène d'autorité chez lui. Et c'est le premier grain de sable. Et c'est la première tribulation, d'une certaine façon. Elle est encore assez inoffensive. Bon, ça va. Mais c'est le premier grain de sable. C'est à partir du moment où il a décidé de changer de vie, de ralentir, et après il va essayer de changer autre chose dans sa vie, de retourner dans le riad de son enfance, de se replonger dans la culture de son grand-père, c'est autre chose. Mais déjà, sa première décision d'aller un peu moins vite, déjà c'est le scandale. On n'est pas habitué à ce que des gens tout à coup décident de ralentir. Alors il arrive à Zemmour, dans le riad, très bien, il s'installe, et puis c'est le silence. Rien ne se passe, enfin il peut être un peu lui-même, je saute plein de péripéties parce que sa femme s'est barrée avec le chat, etc. Pour ça, c'est de sa faute. Et là il découvre effectivement une caisse de livres dans laquelle il y a des classiques d'il y a 1000 ans, d'Andalousie, Ben Rushd, Ibn Tufayl, et il découvre avec stupeur, et ça j'ai voulu le mettre dans le livre parce que j'adore écrire des choses, des livres comme j'aime les lire, c'est-à-dire des livres où on s'instruit vraiment. Et là, il découvre que cette philosophie écrite en arabe il y a 1000 ans, c'est la préfiguration des discussions qu'il y a eu à la Renaissance. Par exemple, le débat entre Descartes et Pascal a eu lieu 500 ans avant en Andalousie, et donc là, il est très étonné par tout cela, et tout va bien. Mais très rapidement, dans cette petite ville qui s'appelle Zemmour, la police se rend compte que cet homme-là c'est un ingénieur qui faisait carrière à Casablanca, est revenu. Mais ce qui est intéressant pour la police, c'est que c'est le rejeton d'une grande famille, d'une famille qui a énormément de prestige. Or, des élections s'annoncent, des élections municipales. Et il y a un problème entre, d'un côté, l'État, tel qu'il est, ce qu'on appelle le Marzen au Maroc, donc l'État, et les fondamentalistes religieux, une espèce de secte religieuse qui a le vent en poupe. Et du coup, la police, ou le gouverneur, enfin l'État, les représentants de l'État se disent « Mais ce type-là, rejeton d'une grande famille, il faut qu'il soit avec nous, comme ça les gens vont voter pour nous et contre cette secte. » D'un autre côté, il y a une secte qui est en train de se créer autour de lui, à son corps défendant. C'est-à-dire, il y a des gens qui recherchent une certaine illumination mystique, et lui, il est là dans sa chambre, il veut surtout qu'on lui fiche la paix, mais tout ce qu'il dit, à chaque fois qu'il parle, on a l'impression qu'il dit des choses extraordinairement profondes et intelligentes, et du coup, une espèce de secte se crée autour de lui. Alors, il est pris entre deux feux, c'est ça aussi une partie des péripéties, je pense qu'il y a pas mal de choses burlesques là-dedans, avec toujours un fond très sérieux, parce que j'ai essayé d'avancer un point de vue personnel justement sur toutes ces questions religieuses. Et donc il est pris entre deux feux, il est sommé, comme vous le dites, il est sommé de choisir. C'est un choix qu'il ne veut pas faire, parce qu'à chaque fois que ce choix se précise, donc l'État laïque ou bien les intégrismes religieux, il a l'impression de voir voltiger les mots la peste et le choléra devant lui. C'est choisir entre la peste et le choléra. Et donc, une bonne partie... Alors, il y a plein de péripéties, mais tout cela, finalement, effectivement, est déterminé par cette grande interrogation qui est que doit faire l'intellectuel.
Alors ici, en Europe ou aux États-Unis peut-être un peu moins, mais certainement en Europe, les intellectuels prennent la parole. Donc ils font des pétitions dans Le Monde ou dans Libération, on les voit à la télé. Et en revanche, dans le monde arabo-musulman, il est très difficile pour les intellectuels de prendre position en ce moment parce que la situation est extrêmement confuse et on ne sait même plus pour qui on devrait prendre position. Je reprends l'exemple de la Syrie, par exemple. C'était très étonné de voir à quel point tout de suite François Hollande, il y a 3 ans, s'était lancé dans cette histoire en prenant tout de suite position contre Bachar al-Assad, alors que les intellectuels arabes qui connaissent beaucoup mieux le problème que la classe politique française ne savent pas quelle position prendre. D'un côté, on a un régime effectivement tyrannique, despotique, tout ce qu'on veut, mais où on pouvait quand même être soi-même d'une certaine façon, il y avait une certaine liberté de conscience et surtout on ne vous obligeait pas à penser quelque chose. Personne ne vous obligeait à aller à la synagogue, à la mosquée, à l'église, au temple. On vous fiche une paix royale du moment que vous ne mettez pas en question le régime. Mais les gens qui sont en face et qui veulent prendre le pouvoir, ce sont des gens qui, lorsqu'ils auront le pouvoir, vous empêcheront même de penser et vous obligeront à penser quelque chose. Par exemple, vous savez qu'en Arabie Saoudite, à l'heure les 5 prières de la journée, si par exemple un commerçant reste dans sa boutique, il y a des gars qui arrivent avec des bâtons pour le bastonner et l'obliger à aller à la mosquée. Donc, entre ces deux alternatives, l'intellectuel ne sait plus quoi faire. Et j'ai essayé, si vous voulez, d'expliquer aussi ce problème d'une façon romanesque, enfin dans un roman avec des péripéties. Mais vous avez raison de dire que pour moi, ce sont des thèmes extrêmement importants. Je suis d'ailleurs dans cette histoire, puisque aussi bien à Amsterdam qu'à Paris, puisque je vis à Amsterdam et à Paris, très, très souvent on m'appelle, mais alors pourquoi les intellectuels des pays du Maghreb, arabes, islamiques, pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi vous ne prenez pas position, etc. Eh bien, pour ces raisons que j'explique dans ce roman. Parce qu'on est entre une sorte de marteau et l'enclume, on est entre la peste et le choléra, on ne sait pas très bien que faire.